commencer ce journal, une histoire qui fait rêver. On rêve tous, un jour ou l'autre, de découvrir un trésor. Eh bien, c'est ce qui vient d'arriver à un habitant de Cavaillon. En arrachant un arbre, il a trouvé en dessous un trésor de 303 pièces datant de l'époque romaine. Il y en aurait pour 150 000 € à Cavaillon. Nicolas Luizet et Philippe Fontalba. C'est une maison située dans le centre-ville de Cavaillon, à 2 pas de vestiges gréco-romains reconnus. Un lieu qui va se révéler d'une richesse archéologique inestimable. C'est en voulant aménager le fond de son jardin que Christian va découvrir un incroyable sous-sol. Car sous la souche de ce vieil acacia apparaît ce qui semble être un temple romain. Christian va contacter des archéologues. Ils vont découvrir plus de 300 pièces d'argent. Ce type de découverte reste extrêmement rare. On en dénombre en moyenne une tous les 30 ans. À proximité immédiate de ces pièces d'argent, on a trouvé quelques sesterces de bronze et les archéologues ont bon espoir de découvrir très bientôt des pièces en or. Ce jour-là, l'information est à la une. Un trésor vient d'être découvert à Cavaillon. 300 pièces d'argent dans un jardin, voilà qui fascine et qui fait rêver. Quand on le voit, on sait que c'est lourd, oui, voilà. Ça fait plus d'1 kilo, donc c'est déjà pesant. On sait qu'on a trouvé beaucoup de pièces. Quand on le trouve dans la terre, entre le bronze et l'argent, sur le coup, on pense plutôt à du bronze, parce que c'est quand même un peu verdâtre. C'est pas tout de suite, on a dit, on a un tas d'argent. Première réflexion, on avait un tas de bronze. Cet amas, ce sont des monnaies qui sont agglomérées autour de la terre et de l'oxydation qui va avec. Donc on ne peut pas forcément avoir aussi conscience de ce que ça peut représenter, puisque, une nouvelle fois, 303 deniers d'argent, quand on les voit une fois nettoyés, là oui, ça crée un effet. Trouver un trésor, tout le monde en a rêvé dans son enfance. Certains, plus obstinés, en ont fait leur métier. Numismate et négociant en métaux précieux, Hervé Michel possède une boutique dans le centre de l'Isle-sur-la-Sorgue. Mais ce qui le fait vibrer, là où il puise son adrénaline depuis son adolescence, c'est la recherche de trésors. Et quand ce n'est pas lui qui cherche, il expertise les découvertes des autres. C'est un trésor qui a été trouvé par un particulier qui faisait des travaux chez lui et qui me l'a amené pour expertiser. Et en fait, j'ai une petite idée de ce que c'est. Je pense que c'est un trésor de guerre, c'est-à-dire un trésor qui a été caché au moment de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'à vue comme ça, il faut l'expertiser un petit peu mieux, il faudra regarder un peu mieux, mais à vue, on n'a pas de pièces qui sont postérieures à 1945. Donc ça, on en trouve pas mal des petits dépôts comme ça. C'était des gens qui avaient leurs petites économies et puis qui sont partis faire la guerre et qui, hélas, ne sont jamais revenus. Marcus habite en Provence, dans le Luberon. Il consacre la majeure partie de son temps libre à promener son détecteur de métaux dans la région. En France, il serait plus de 40 000 comme lui à chercher des trésors en toute illégalité. La prospection sans autorisation est formellement interdite sur l'ensemble du territoire français. Elle reste la chasse gardée des archéologues. Marcus a bien accepté notre présence à ses côtés, mais souhaite garder l'anonymat. Nous sommes sur un ancien vicus, donc un petit bourg gallo-romain. Un site archéologique qui a été fouillé il y a des années, avec tous les pesticides qui traînent dans la région. Les monnaies, les objets ils se rongent au fur des années, les socles des charrues les abîment. On est là, on les sauve, et puis en même temps, on se passionne autour de l'objet. J'ai commencé à vendre aux alentours des années 2000-2001, tout simplement pour me permettre de me payer des vacances au ski. J'ai pas mal vendu, notamment dans les vides-greniers. J'arrive à vendre certains objets à bon prix auprès des numismates. Ça m'arrive d'en vendre 1, 2 dans l'année, quoi. C'est pas non plus un business. Ah, pas mal. Sympa. Un petit poids. Un poids de balance romaine. Il a pris un petit coup de charrue, là. Toujours on rebouche ses trous.
C'est une marque de respect envers le propriétaire. La loi française n'interdit pas la vente des détecteurs de métaux, mais encadre très rigoureusement leur utilisation. Tous les lieux archéologiques, historiques sont interdits à la prospection. Ça, c'est clair. Si tu y vas, tu vas avoir des problèmes, ce sera tant pis pour toi. Par contre, la détection n'est pas interdite. La loi est très floue, elle est très ambiguë. Théoriquement, l'article de loi dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser un détecteur de métaux pour rechercher des objets intéressants à l'archéologie, l'histoire ou l'art. Pour retrouver un peu plus gros, Moi, ce que je te conseille, si tu veux vraiment changer, il faut carrément, comme tu es un prospecteur chevronné, il faut carrément passer sur du haut de gamme, quoi. Si tu prends un moyen de gamme, tu vas pas avoir mieux que ça. Donc moi, je te conseille de passer sur du haut de gamme. Dans sa boutique de L'Isle-sur-la-Sorgue, Hervé Michel en vend une trentaine par mois, de 150 à 1500 € selon le modèle. C'est le redoutable. Et pour le prix, il fournit aussi les conseils pour bien les utiliser. Quand tu recherches un truc, mets-toi à la place des gens, tu vois, sur les chemins, tu vois, tu imagines un petit peu où aurait pu être le danger. Tu vois, en fait, quand il y a des caches, c'est souvent parce qu'il y a des dangers. Sinon, tu caches pas. Si t'es pas en danger, tu gardes ton argent sur toi. Hein. Jean-François Rodrigue est président d'une association d'amateurs de détection. Il est spécialisé dans la recherche d'objets perdus sur les plages. Et quand il trouve un bijou égaré, comme ici, sur la plage de Nice, il le rend à ses propriétaires, sans demander la moindre contrepartie. Alors l'association qui existe depuis 2004 a aussi entre 20 et 30 adhérents par an. Et on fait souvent des sorties organisées très tôt le matin ou tard le soir pour ne pas déranger les vacanciers. Et là aujourd'hui je suis avec mon fils Valentin et on essaye de chercher un petit peu les bacs qui ont été égarés. Parce que si on arrive à trouver des marques, on les met sur le site internet, ce qui permet aux gens, pratiquement le soir même, de voir si ça n'a pas été retrouvé. Pour les opérations qui s'appellent Allô bijoux égarés, c'est essentiellement sur la plage, qui démarre à peu près au mois d'avril et qui se finit vers le mois de septembre-octobre. Et par ailleurs, il nous arrive assez fréquemment de faire des recherches de biens privés pour les particuliers dans l'intérieur des terres. La prospection, c'est avant tout un loisir de détente, de sortie, mais c'est aussi bien entendu un fantasme. On a tous en nous les aventures de pirates et de chasseurs de trésors. C'est une aventure humaine, c'est une aventure avec la nature, c'est une communion avec soi-même aussi. Et c'est un loisir qui est extraordinaire. La chasse au trésor, Hervé Michel en a fait un métier. La recherche de trésors aujourd'hui est encadrée par la loi, qui explique qu'un trésor c'est une chose perdue ou cachée sur laquelle plus personne ne peut justifier sa propriété et qui doit être découvert par l'effet du hasard. C'est cette petite phrase qui embête. Moi, ce que je fais, c'est de la recherche d'héritage, c'est-à-dire une chose non pas sur laquelle plus personne ne peut justifier sa propriété, mais une chose sur laquelle justement vous pouvez justifier votre propriété. À partir de là, c'est plus un trésor, c'est un héritage, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le faire rechercher par qui vous voulez, il n'y a plus le problème légal. La maison du docteur Morand à Cavaillon aurait pu être fouillée par Hervé Michel. Car, en plus des pièces romaines trouvées dans le jardin, elle a déjà réservé à son propriétaire bien d'autres surprises. Quand on est arrivé ici, on s'est d'abord interrogé en se disant « c'est pas possible, il doit y avoir beaucoup de choses ici. Même si on voit plus rien, il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. » Il y a des trésors donc artistiques, peinture, stuc, céramique et maintenant pièces de monnaie. Il y a beaucoup de découvertes à faire au rez-de-chaussée et ensuite il y a tous les sous-sols. Je crois qu'on est qu'au tout début de l'exploration et de la reconquête de cette maison. Dans
le jardin de la maison, au vu de l'importance du trésor découvert sous le vieil acacia, le service archéologique du département a décidé d'ouvrir un chantier de fouilles d'urgence. Les archéologues espèrent bien faire d'autres découvertes. C'est ça l'émotion, c'est de savoir que cette ville était quand même une ville assez riche, assez prospère, très tôt, puisque c'est la deuxième ville à avoir battu monnaie en France, c'est la plus importante collection d'épigraphie grecque en France, donc c'est une ville hellénistique. Et là, on est sur un habitat de type hellénistique et avec certaines structures qu'on connaît, qu'on a trouvées qu'à Cavaillon. Donc c'est quelque chose d'assez spécifique. Et c'est vrai, de trouver ça chez soi, bah c'est vrai, ça fait partie un petit peu des rêves d'enfant, trouver ses fouilles chez soi, son trésor, ça paraît un peu voilà, un rêve qui devient réalité tout d'un coup. Il arrive de trouver 2-3 belles monnaies par an. Après, ça dépend des endroits. On peut tomber sur un petit dépôt. Et là, voilà, là pendant 5 ans, 6 ans, on est rassasié. On n'est pas là pour chercher des trésors. On est là juste pour trouver des objets, des monnaies du passé. Et puis bon, si on tombe sur un bon coup, ben, tant mieux, tant mieux. Alors bien sûr, dans les endroits qui ont été assez faits, il faut être assez malin et aller dans des endroits un peu plus chiant, comme aller genre sous cet arbre là, dégager un peu, ça m'arrive. Voilà, ça je le fais. Voilà. Et pas hésiter à aller prospecter dessous, au cas où si personne n'était allé. La loi française nous fait un peu peur. Lorsqu'on fait de belles trouvailles, on hésite à les déclarer. Parce que qui dit déclaration dit souvent en France gros problème. Dans la main. Une balle de mousquet. Vieille balle en plomb. Une balle du 19e, 18e. Pistolet à silex. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus, on va dire, commun dans la prospection. Ça fait partie du jeu. Voilà. Pour Marcus, cette fois, la chasse n'a pas été bonne. Mais il arrive parfois qu'un amateur fasse une découverte exceptionnelle. C'est le cas de ce prospecteur qui a trouvé une pièce de monnaie datant d'Alexandre le Grand et qui l'a apportée à Hervé Michel. Alexandre, j'en ai d'autres. Alexandre. Oui, ça veut dire Basileus, parce que souvent il y en a d'autres avec Basileus, roi, Alexandre. Eh bien, extraordinaire. Cette monnaie, elle a connu Alexandre le Grand. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Quand on l'a à la main, il y a quelqu'un qui, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'a eu à la main, cette monnaie. Et elle a circulé encore longtemps après. Et elle est toujours aussi magnifique. Là, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. C'est pas un livre, c'est pas quelqu'un qui te raconte. Ça vient directement de l'histoire. C'est un truc qui vient du temps. Ça a traversé le temps. Elle a connu tous les empereurs romains, elle a connu le Christ, elle a connu... elle peut nous raconter son... Ouais, moi, ça me tue, ça. Pendant ce temps, à Cavaillon, les fouilles continuent. Un archéologue, lorsqu'il doit exploiter un site, utilise les mêmes méthodes que celles d'un policier de la police scientifique. Il prend des relevés, il prend des photos, il dessine, il cherche des indices, et son but c'est de connaître, de restituer une histoire. Sur une scène de crime, le policier scientifique conduit des investigations similaires. Les archéologues ont à présent dégagé des fresques qui étaient enfouies sous 2 mètres de terre. Si leur spéculation se révèle juste, ils pourraient découvrir d'autres pièces de monnaie au pied des murs peints. Je vais mettre la terre là, et je vais retrouver ce niveau qui est là. Et on va le mettre en ligne. À partir de là, après, ça sera mieux pour tout le monde. Il y a la plinthe en fait, après dessus il y a un encadrement rouge. Après au milieu il y a les chevrons en arête de poisson. Après dessus il y a des panneaux qui stylisent des plaques de marbre avec les zébrures du marbre de différentes couleurs, jaune,
orange, rose, rouge, rouge pompéien. Donc là c'est chouette quoi. Voilà. Hervé Michel reçoit une quarantaine de demandes de recherche d'héritage par an. Dans 80% des cas, elles se révèlent fructueuses. Ces trouvailles vont de la vaisselle en argent au lingot d'or, en passant par les bijoux de famille ou la boîte de louis d'or. La plupart du temps, les héritiers sont en possession de documents officiels prouvant l'acquisition d'un bien par un de leurs parents. Mais ici, c'est sur une simple intuition que le propriétaire de la maison a fait appel à Hervé. L'ancienne propriétaire a vendu toutes ses terres, mais on n'a jamais retrouvé la moindre trace de l'argent de la vente. Alors il y a plusieurs solutions. Soit elle a acheté, elle a transformé ça en or. En général, les anciens, c'était pièces d'or ou lingots d'or. Soit elle a donné du liquide à tout le monde, à tous les voisins, tout ça, mais sans plus, on ne sait pas plus. Accompagné du propriétaire et du frère de ce dernier, il entreprend la fouille de la maison. On va commencer par fouiller les combles, puisque c'est une maison qui est assez imposante. Et donc il y a beaucoup à fouiller. Alors on va partir du haut et on va descendre vers le bas. J'ai déjà fait quelques repérages ici, donc j'ai repéré déjà quelques points qui pouvaient être intéressants. Et en plus, tu as la poutre qui doit être à ta droite. On va commencer par là-haut, donc. Quoi, putain, les coffres sont vides. Il faudrait passer pratiquement la journée ici. Il faudrait passer la journée ici. Alors, je crois que là, le détecteur, ça ne sera pas utile. Allô ? Tiens, rattrape le détecteur, il ne me sert à rien, là, il y a trop de trucs, là. Bon, je vais jeter un petit coup d'œil sur des endroits clés. J'essaie de repérer, de me mettre à la place de quelqu'un qui aurait caché quelque chose ici. Sous les poutres, les fêtages. Là, ça peut cacher, là. Là, on peut cacher. Bouché par les termites. Il a du souci à se faire pour la toiture de sa maison. Il y a des verres cassés en plus. Ouais. Oh l'enculé. Putain. Oh 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 oh. Oh putain. Sans déconner. Ça, tu sais ce que c'est ça? Il baptisait, quand il construisait, il glissait une pièce en or dans les poutres. Ça, c'est de bon augure, ça. Elle est belle. Elle est belle. 20 francs Napoléon. Ça n'a pas une valeur énorme, mais enfin, j'ai mal à la tête, là. Chaque fois, c'est pareil. Chaque fois que je trouve de l'or comme ça me fait une barre dans la tête. Ça doit être le coup d'adrénaline. Pourtant, là, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est juste une pièce. Ça devait être la pièce de baptême de la charpente, mais chaque fois, pendant un petit moment, j'ai mal à la tête après. Dans la cage d'escalier, le détecteur signale la présence d'une masse métallique cachée dans le mur. Mais Hervé n'a pas apporté avec lui les outils nécessaires pour explorer l'intérieur des murs. Il devra revenir pour continuer la fouille. Il me faut absolument la caméra thermique. Je demande au propriétaire de chauffer la maison à fond pendant 2 jours avant que tu arrives et de couper les chauffages un jour ou une nuit avant que tu arrives, tu vois. Donc les choses se refroidissent, mais par exemple c'est du métal dans le mur, il ne va pas se refroidir à la même vitesse. Donc quand tu passes ta caméra thermique, tu vois qu'il y a un point chaud dans le mur. C'est vrai qu'on a trouvé dans des maisons, on a trouvé pas mal d'objets emmurés. Les grandes invasions à la fin de l'Empire romain, Révolution et Deuxième Guerre mondiale, il y en a énormément. Et là, ceux-là, on peut les trouver emmurés parce que les gens les cachaient, en sachant que quand les gens y venaient, ils fouillaient tout, ils cassaient les meubles et tout. Tu vois. Dans le mur. Ça sonne comme quelque chose de précieux, mais si c'est un très gros morceau de métal, il va sonner comme si c'était de l'or.
On a une espèce d'osmose avec l'appareil et ils disent pas la même chose. On le sent par exemple quand on fait une fouille comme prospecteur dans les champs. Une cartouche de chasse ou une pièce de monnaie, c'est rond, c'est en laiton ou en cuivre, ça sonne pareil. Mais pourtant, on le sait. On sait que c'est une cartouche ou on sait que c'est une pièce de monnaie. C'est inexplicable. Peut-être qu'il y a une petite différence dans les sons. C'est pas facile à expliquer. Il y a une espèce on fait corps avec l'appareil et il parle en fait. Voilà quoi. Ceci dit, c'est pas l'appareil principal du chercheur de trésors. Le chasseur de trésors, son appareil principal, c'est son expérience et sa connaissance des lieux. Ça, c'est vraiment secondaire. Mais il faut bien connaître cet appareil-là et quand on le connaît, c'est indéfinissable. On sait s'il sonne sur un bon son ou sur un métal précieux ou sur un métal non précieux, avec une faible marge d'erreur quand même. À Avignon, Dominique Caru, le responsable du service archéologique du département, a commencé l'expertise des 300 pièces d'argent romaines trouvées à Cavaillon. Je suis en train de faire une prédétermination du trésor monétaire découvert l'été dernier. Pour l'instant, j'en suis à la 159e monnaie sur 303 deniers d'argent qui s'échelonnent donc de la fin du 1er siècle de notre ère jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ. Le travail d'inventaire consiste à retrouver dans des catalogues chacune des monnaies découvertes. C'est une découverte importante par le nombre de monnaies, 303 monnaies, par la qualité des frappes, des émissions représentées, des deniers d'argent, et par la qualité de conservation. En Vaucluse, on a recensé 18 trésors monétaires proprement dits depuis 2 siècles. Pour les archéologues, les prospecteurs amateurs comme Marcus représentent une menace permanente. Il y a un véritable problème de pillage. Je le répète, pour l'essentiel, il est effectué sans malice, sans mauvaises intentions, par des gens qui sont passionnés, mais qui restent dans l'illégalité lorsqu'ils utilisent, à des fins de découverte archéologique, des détecteurs de métaux. Cela dit, nous avons également la parade, pour protéger des sites isolés, des sites ruraux, qui est imparable, qui consiste à semer quelques centaines de kilos de rondelles de différents métaux, ferreux et non ferreux, de les semer à tout vent sur toute la surface des sols. L'amateur clandestin de détection deviendra assez vite fou de rage de voir qu'il perd son temps à ramasser 150 kilos de limaille de fer. Les différentes affaires de pillage nous ont donné une très mauvaise image de marque. C'est-à-dire qu'on assimile un utilisateur des détecteurs de métaux comme un pilleur potentiel. Parce que les pilleurs utilisent le même outil que nous. C'est intolérable. Ce loisir concerne 90% des prospecteurs. Et s'il y a peut-être entre 10 et 9% qui peuvent aller sur des sites archéologiques, on ne va pas dire que ce n'est pas vrai. Et il y a surtout 1% de gens qui pillent. Et ce 1% ternit toute l'image de marque des gens qui sont sur la plage. Trouver un trésor en France actuellement, avec le texte de loi qu'on a, il n'y a pas pire. Il faut prendre des avocats. Parce qu'à partir du moment où on n'avait pas d'autorisation, je parle sur un terrain, un champ, et qu'on n'avait pas l'autorisation et que vous déclarez ce bien, ce trésor, c'est confiscation des détecteurs, des amendes. Enfin, non seulement vous déclarez honnêtement un trésor, mais en plus vous allez peut-être faire de la prison. Jean-François Rodrigue défend les prospecteurs, mais pas n'importe lesquels. Pour lui, les gens comme Marcus sont une minorité, mais une minorité encombrante. Donc là, apparemment, il y a une déesse assise. L'empereur derrière, soit Commode, soit Caracalla. Donc monnaie du 2e siècle. 1900 ans passés sous terre. Je
Je vais faire un recoupement sur le net, je vais faire des recherches. J'ai trouvé un peu une similitude entre le revers et le portrait, donc on se rapprocherait de celle-ci. On voit donc une déesse debout à gauche tenant une baguette. De l'autre main, elle tient un globe. C'est une monnaie qui se situe aux alentours de 177-192 après Jésus-Christ. C'est une monnaie qui cote 240 € dans un bel état. Donc celle-ci, vu qu'elle est très abîmée et qu'elle a sûrement pas mal circulé à l'époque, c'est des monnaies qui peuvent se vendre à 30-40 € maximum, hein. Après, c'est l'offre et la demande, mais bon, là, voilà, ça ira pas plus haut. En attendant de recevoir la caméra thermique, Hervé entreprend de fouiller les dépendances de la maison. Donc on ne sait toujours pas ce que cette dame a fait de l'argent qu'elle a récupéré de la vente des terrains, quoi. C'est ça le... Peut-être qu'elle a dépensé, hein. Ouais, c'est possible aussi. Elle s'est payée des genoux. Ouais. Alors là, faudra la caméra thermique. Là. Oh, il fait une chaleur. Lui. Il y a un endroit qui était intéressant. Chaleur pas possible. Qui était le poulailler. C'était un endroit où on cachait beaucoup à l'époque, le poulailler. Parce que les animaux donnaient l'alarme si quelqu'un rentrait. Donc les anciens avaient assez souvent l'habitude de cacher. Là, ça sonne bien. Là, pile là. Là, ça sonne bien. Là. Ah, putain. Chier. Voilà. Voilà. Le problème, la hantise des détecteurs de métaux, le cercle ou l'anneau. Le cercle ou l'anneau. En fait, ça fait une bobine et ça trompe complètement les champs électromagnétiques. Regarde devant cette porte. Rien, fais voir. Ah, c'est bétonné, là, c'est bétonné. Oh. Attends, enlève la pelle, là. Ça sonne bien, hein. Oh, un tube d'aspirine. Ah, c'est quoi? Du papier. Regarde. Tiens, qu'est-ce que c'est à ton avis? Du verre, hein? Ouais, peut-être, mais en tout cas, ça ressemble à des émeraudes, en tout cas. Tiens, fais gaffe, hein, fais pas tomber. Il y en a un autre ici. Ne tremble pas, Hervé. Oh, l'enculé. Les terres de la grand-mère, elles sont là, quoi. Ouais, c'est quoi ça? Et quoi? J'en sais rien, mais si c'est caché là, à mon avis, c'est les terres de la grand-mère, ça, qui sont là. T'es sûr? J'en sais rien, moi. Je sais pas. T'as laissé des morceaux de verre, hein? Ouais. Ou alors, je te dis, ton crédit, ça y est, il est payé. Nous, en tant que collaborateurs, on touche combien? Ben non. Vu l'histoire, je pensais qu'il y avait quelque chose de caché, mais je m'attendais plutôt à des pièces d'or. Je m'attendais pas du tout à trouver ça. Faut voir maintenant, il faut voir si c'est vrai déjà, si c'est du vrai, mais si c'était caché avec autant de soin, il y a de fortes chances quand même que ce soit vrai. 10, 11, 12, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Tu vois, je t'avais dit. On les emporte, et après on te tient au courant. Et après, tu nous donnes notre commission. Tu négocies à combien? Ben, en principe, 30%. Tu prends 30% des pierres, mais ça va être difficile avec les émeraudes. Et non, il faut faire expertiser. Il faut faire tout. Non, mais de toute façon... Mais il vaut mieux la valeur. Eh bien, c'est une belle journée, c'est une belle journée. Il va falloir que je me pince, là. Et puis, après, il faut voir ce que... ce que ça représente, ce que ça vaut. Parce que là, jusque-là, c'est bien joli, ça brille et tout. Il paraît que c'est beaucoup, mais il faut voir jusqu'où ça va, quoi. En tout cas, moi, je n'ai pas réalisé encore. Hein, alors, j'attends encore un petit moment avant de dire « Oh, ça y est !» Parce que, comme il dit, là, je vais peut-être payer mon crédit comme ça.
Au contraire, le sable, il va. Le sable, c'est très poreux et ça draine l'eau. Et en plus, selon le sable, il peut être oxydant. Verticalement. À Cavaillon, après 2 semaines de fouilles, les archéologues n'ont pas trouvé les pièces d'or espérées. Mais pour eux, la notion de trésor est beaucoup plus large. C'est également un trésor, une émotion. Ça peut être une émotion face à un objet du quotidien. Ça peut être par exemple un peigne en ivoire découvert dans une maison antique d'Apt qui était laissé à l'abandon, avec d'autres objets qui peuvent laisser imaginer que nous étions en présence d'une chambre où une romaine faisait sa toilette, avec un morceau de miroir, avec une tablette à phare, avec toutes sortes d'objets particuliers, particulièrement féminins. Ça peut être des jouets aussi. Pour les archéologues, les fresques trouvées à Cavaillon représentent un trésor historique. Mais comme très souvent, afin de les préserver, ils préfèrent les enfouir plutôt que de les extraire pour les stocker dans les caves d'un musée. La solution que nous réalisons, c'est de réenfouir ces vestiges en protégeant les fresques, ce qui n'est pas irréversible. C'est-à-dire que par la suite, dans le cadre d'un programme beaucoup plus large d'aménagement éventuellement du site, il sera toujours possible de remettre au jour ces vestiges. Donc nous rebouchons, nous clôturons cette opération. Jean-François Rodrigue se rend au ministère de la Culture pour tenter d'obtenir une collaboration entre sa fédération de prospecteurs et les services archéologiques de l'État. On a besoin d'un aménagement, pas forcément de la loi, mais la création d'un comité qui pourrait faire relier des archéologues avec la fédération afin de trouver des solutions à une prospection raisonnée. Le but de la réunion, éviter que des prospecteurs de bonne foi se retrouvent devant la justice. C'était 2 septuagénaires qui se promenaient à la campagne et qui ont mis à jour un trésor de monnaie en or. Ils sont allés jusqu'au bout de ce processus d'honnêteté. Ils ont fait une déclaration auprès de la gendarmerie et auprès de leur mairie. Résultat des courses, un procès. On les a traités de pilleurs, on les a spoliés. Ces pièces en or ont été vendues aux enchères. Ils n'ont rien obtenu, sinon le dévolu sur eux. Donc c'est des choses qui peuvent faire peur à un prospecteur lambda. À partir du moment où on a ce type d'expérience, on a forcément du recul par rapport aux déclarations. Salut Pierre, ça va? Ouais, quoi, Ah ouais, allez hop, on y va. Accompagné de Pierre Angéli, membre actif de la fédération, Jean-François Rodrigue espère beaucoup de cet entretien pour l'avenir de sa fédération. Un entretien très confidentiel, qui ne s'est pas passé comme il le voulait. Le ministère se retranche derrière la législation et il n'y a actuellement aucun moyen d'infléchir la législation sur la prospection en général. Nous avons fait des propositions qui nous paraissaient intéressantes, elles ont été entendues, mais encore une fois, on nous a opposé le droit pénal. Nous avons été aussi choqués dans la mesure où le ministère n'a pas pris conscience que nous pouvions apporter une aide contre le pillage. On n'empêchera jamais les gens de faire ce qu'ils veulent, c'est une liberté. On n'empêchera pas les gens de respirer, on ne pourra pas empêcher les gens de continuer à détecter, ça c'est une certitude. Mais on ne saura pas ce qu'ils vont faire, puisqu'ils ne seront plus dans le milieu associatif. Une fois que la découverte a été faite, j'ai la pression qui retombe et je ne suis pas du tout intéressé par ce qu'on a trouvé en fin de compte. C'est un peu difficile à expliquer, mais déjà, je ne cherche pas à devenir riche, je ne suis pas intéressé par ces trucs-là. Ce qui me passionne, moi, c'est la recherche et le coup d'adrénaline de la découverte. Mais ça m'est arrivé de trouver des objets intéressants, héritage et autres, et de les expertiser qu'une semaine ou 15 jours après, puisque une fois que c'est trouvé, ça ne m'intéresse plus. J'ai plus du tout la pression. Bon là, il y a quand même, si c'est de l'authentique, là, il y a quand même une belle somme, donc c'est quand même assez impressionnant, mais sans plus, quoi. Normalement, il aurait fallu faire un contrat, donc après ça sera à la bonne volonté du propriétaire de la maison, puisque là on n'a pas fait de contrat, mais bon, comme c'était quelqu'un que je connaissais,
On n'avait pas jugé utile. Maintenant, on va voir si l'adage se précise, quoi, qui dit que chercher un trésor, c'est jamais un problème, mais le trouver, c'est toujours un problème. Quelle est la valeur de cette surprenante découverte? Hervé Michel se rend chez un joaillier pour faire expertiser les diamants trouvés dans le poulailler. Bonjour, c'est d'où? Hervé Michel. Bonjour. C'est moi qui vous ai appelé. Voilà. D'accord, oui, vous aviez fait rendez-vous. Tout à fait, voilà. Donc, Asseyez-vous d'abord. Je vais vous expliquer un petit peu avant de vous montrer. Donc, je fais des recherches de trésors. Je suis chasseur de trésors en quelque sorte. Et donc, il m'arrive souvent de trouver du métal. Et là, j'ai trouvé des pierres, mais alors je n'ai absolument aucune connaissance dans les pierres. Donc, je veux savoir un petit peu. Métier. Tout à fait. Les marches seront bien gardées. Mon métier, c'est de les trouver. Donc, en fait, si vous voulez, on a fait une recherche. Je fais des recherches chez le particulier. C'est-à-dire que vous savez que le grand-père avait 4 lingots d'or, vous avez les certificats, et ça a disparu, le grand-père est mort, enfin l'histoire classique, quoi. Donc je viens, je fais des recherches avec le matériel nécessaire, et puis voilà. Et là, donc, sous un seuil de porte, on a trouvé un petit tube d'aspirine, donc qui contenait 2. Alors c'était dans des papiers, mais alors je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Ben, sans loupe. Ouais. Sans rien, je peux vous dire que c'est du verre. C'est du verre? Merde. Voilà. Je l'ouvre même pas du sachet. Ouais. Et... Voilà. Bon, je vais vous faire avoir une pierre diamant. Et là, il n'y a pas photo. Là, vous y voyez à travers. Ouais. Et là, vous ne voyez pas à travers. Ouais, et puis le reflet est complètement différent. Voilà, le reflet, la voyance, on dirait qu'il y a de l'argent à oui, l'intérieur. vous regardez, vous ne ça va, pouvez c'est pas clair. voir à travers. Et ça? Donc c'était avec ça. C'était dans 2 papiers différents. Et ça, alors, ça, ça, vous voulez, c'est du saphir. Saphir? Ah ouais. C'est des saphirs, mais qui n'ont aucune valeur. D'accord. Parce que le saphir, c'est bleu, et là, c'est noir, avec du vert. Ça vaut... Rien. Ça vaut rien. Allô? Ouais, salut, c'est Hervé. Tu vas bien? Ouais, ben écoute, je sors de chez l'expert là et j'ai été assis. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est tout faux. Ouais, complètement. Ouais. Écoute, je suis désolé pour toi, mais voilà. Donc je te les ramènerai bien sûr, mais voilà. Ça va? T'es sûr? Bon, mais écoute, j'essaie de te rappeler un petit peu plus tard là. Hein, par contre, ce qu'on croyait des émeraudes, c'est des saphirs en fait. Et c'est des vrais par contre, mais ça a très peu de valeur, quoi. Ouais, bon, mais écoute. Voilà, je suis désolé. Allez, ciao. Les archéologues ne veulent jamais parler d'argent. Leur position leur interdit d'attribuer une valeur marchande à leur découverte. Pourtant, afin d'assurer le trésor de Cavaillon, Dominique Caru a été obligé de déclarer une valeur, 20 000 €, ce qui est bien loin des premiers chiffres annoncés dans les médias. C'est pour une réunion Tupperware. Voilà. Mais à qui appartient ce trésor? Selon la loi, il appartient pour moitié à l'inventeur, celui qui le découvre, dans le cas de Cavaillon, le département du Vaucluse, dont dépendent les archéologues, l'autre moitié revenant au propriétaire du terrain, Christian Morand. Je te confirme la qualité remarquable de ce trésor. Toutes les pièces ont été déterminées, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, elles sont toutes lisibles, toutes compréhensibles. Ce sont uniquement des deniers et tous sont des frappes officielles et sont de la bonne monnaie. C'est-à-dire qu'on trouve fréquemment en fouille, en circulation à l'époque romaine, de la fausse monnaie. Alors, ces 300 pièces, de façon générale, la plus ancienne remonte à l'automne 68 après Jésus-Christ. Les monnaies les plus récentes sont probablement des années 195, voire 197 au plus tard.
Ce qui importe pour nous, effectivement, je crois que la volonté conjointe et commune, c'est de, pour l'instant, ne pas dissocier cet ensemble entre les deux propriétaires respectifs. Et je crois que l'objectif, il est également commun, c'est de faire en sorte que ces monnaies soient appréciées par le public. Des Louis XVI, des Louis XIV, des deniers d'Ardenne, enfin voilà, perles. Les découvertes de Marcus, elles, ne seront jamais exposées au public, puisqu'il ne les a jamais déclarées. Et ça, c'est une boursée de monnaie que j'ai trouvée en pleine colline. Donc il y avait 35 monnaies réparties sur 20 mètres carrés. Donc ça, c'est assez exceptionnel de trouver autant de monnaies à un endroit. Et là, on se fait des films, on s'imagine tout ce qui s'est pu se passer à l'époque. Un autre bel objet, on a la tête d'un cheval en bronze. Donc c'est une tête que j'ai fait sur site. C'est des petits objets comme ça, c'est sympa. Bon, c'est quand même assez rare de trouver une tête en bronze, hein, donc c'est vraiment un bel objet. Là, on a des monnaies grecques, donc c'est des monnaies assez rares à trouver. Donc là, on a des drachmes, une monnaie grecque de ce style-là, qui est datée aux environs de 180-220 avant Jésus-Christ. Elle peut aller jusqu'à 150, 200 euros. Alors là, on a une drachme d'Avignon, donc c'est un monnayage rarissime, et c'est un monnayage qui a été frappé aux alentours de -100 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est une monnaie qui peut, ça dépend de l'acheteur, mais ça peut monter jusqu'à 1500, 2000 euros. Voilà un objet assez atypique en prospection, enfin surtout dans ma région. Et donc c'est un 2 Reichspfennig 1939, donc une monnaie nazie. Ça fait partie des découvertes un peu spéciales, on va dire. Au cours de ces nombreuses années de prospection illégale, il s'est constitué une impressionnante collection estimée à près de 15 000 euros. À Cavaillon, dans l'hôtel Lagare, les curieux sont venus nombreux pour admirer les pièces d'argent exposées à l'endroit même où elles ont été découvertes. Probablement quelque chose qui donnait vers un jardin. Donc c'était l'élément sud au soleil d'un ensemble autour du forum. C'est l'occasion pour Christian Morand et son épouse de montrer au public tous les trésors de leur collection. La canalisation qu'on a retrouvée, ce petit bassin qu'on a retrouvé. Bon, après nous, on a mis de la statuaire qu'on a trouvée. Hein. Ça vient d'Aix-en-Provence, c'est Louis XIV. Ça, c'était l'entrée d'une bastide détruite pour faire passer l'autoroute à Marseille, c'est 18e. Ça, c'est un original de la place Stanislas. Et c'est en descendant qu'on a commencé à faire l'exploration archéologique. Là, on retourne chez le client chez qui on a trouvé les vrais faux diamants. Et on va lui ramener donc pour bien lui montrer que c'est les siens, quoi. Je suis sûr qu'il y a quelque chose dans cette maison. Elle me parle vraiment et c'est trop une configuration connue, tout y est, quoi. Je suis sûr qu'il y a un truc dans cette maison, sûr. Enfin équipé de sa caméra filaire, Hervé rapporte les faux diamants à leur infortuné propriétaire. Salut. Oh. Ça fait bonne route? Ouais, c'était un peu compliqué pour arriver jusque-là, mais on y est arrivé. Avec ce temps. Voilà. Je t'ai ramené ouais. tes vrais faux. Voilà, donc, en fait, l'expert m'a dit que c'était complètement faux, quoi. Il n'y a rien de... Oui, c'est même pas du zirconium, c'est même pas des faux de qualité. C'est des bouts de verre taillés, donc je pense que la personne qui a caché ça a dû se faire arnaquer quelque part, quoi. Ouais. Ou alors non, ça n'a aucune valeur. Ou c'est de la farce, quoi. Non, je pense pas, parce que c'était vraiment caché comme quelque chose qui avait de la valeur. Donc je pense que la personne qui l'a caché était persuadée que ça avait de la valeur. Et je pense qu'en fait, elle s'est fait avoir, quoi. Ouais. Donc... Bon. Enfin, je dis bon, mais... c'est pas bon du tout. Tu peux les garder, hein. Ah bah ouais, je vais les garder en souvenir. Je garde le tube si ça Je garde le tube si ça t'ennuie pas. C'est mes 30%. 30% de rien.
C'est dommage. Ben ouais, bah oui, c'est vraiment dommage parce que là. Ça aurait été mieux si c'était des vrais. Hein. Là, il y en avait au moins pour, je sais pas. Ah, tais-toi. C'est bon. Voilà. C'est ici, là. Le maximum du cinéma, c'est ici. Ouais. On va voir là-haut ce que ça donne. On va déjà repasser. C'est près de la cloison. Près de la cloison, à droite quand on fait face. Ouais. Oups. Ça sonne partout. C'est où déjà? Là. Là, celle-là? Oui. Allume. Non, c'est pas là que ça sonnait. Non, là, ça sonne pas. Il faut aller dans la pièce. Ah oui, c'est la petite pièce là-bas au fond. Là. Ouais. C'est vrai. C'est rigolo, ça fait presque une pièce secrète. Et ouais. Là, tu mets une armoire devant, là. Voilà. Ouais, c'est bizarre, hein, ce petit truc-là. Alors, baisse la tête, parce que c'est pas... Il y a deux endroits là où ça sonne. Là. D'accord. Donc, il y en a un là. J'espère que c'est pas une canalisation, un truc comme ça. Ouais. Sinon, là, on est mal. Là. Si t'as une prise pour brancher la rallonge. Ah, ça rentre pas. Oh putain, j'ai pas pensé à ça. C'est creux, hein. Ouais. Percé. C'est un livre. C'est un livre de compte. Des chiffres, il y a des chiffres. C'est le livre de compte de la mamie dans lequel elle a inscrit ses... Ah, il y a des chiffres écrits à la main et tout aussi. Bon, maintenant, alors, attends, faut pas paniquer non plus, hein. Mais c'est quand même curieux qu'il y ait ce bouquin caché là derrière, là. Allez, on va casser, là, parce que là, ça devient intéressant. Ça, c'est la surprise, hein, dis donc. La maison recèle vraiment des mystères. Les faux diamants, le livre de compte. Il y a une boîte énorme dedans. Il y a des... Attends. Une boîte. Oh, putain, il y a deux, trois boîtes énormes, là. Attends. Oh, elles sont lourdes. 3 boîtes, et quoi? Essaie de les bouger, tu vas voir. Il y a de l'or dedans. Il y a de l'or. C'est des lingots. Sûr. Ouais, alors, attends. On n'a pas signé le contrat. C'est posé sur une étagère en bois. Il y a des documents, il y a des comptes. Ça, c'est bon, c'en est. Au poids, c'est de l'or. Et il y en a un paquet, hein, je te dis. Alors, t'es sûr? Ah putain, au poids, lourd comme ça? On s'est bloqué par quelque chose, mais j'arrive à la faire bouger, la boîte. Putain, mais c'est plein. Ah, c'est un placard, alors. Alors, il va falloir tout casser. Hein. Attends, on va y aller doucement, mais... Ouais. Ah mais non, t'es obligé de le faire aujourd'hui. Eh ouais. Ah ouais, non, attends, on part pas sans savoir ce qu'il y a, je te dis. Ouais. On regarde tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a de l'or dedans, il y a de l'or. Ah putain, mais c'est lourd, hein. Oh putain, mais c'est profond, dis donc. Ben, c'est la profondeur du mur. Oh, il y en a encore dessus. Eh, attends. Quoi? Attends. C'est pas ta... Oh putain, c'est ta bibliothèque. C'est ma bibliothèque. C'est mon classeur. Putain. Bon, allez, ça. Oh, c'est la couleur grise qui me fait dire que c'est... Et ouais. Bon. Oh merde, c'est pas vrai, putain. C'est la boîte à bijoux du propriétaire, rangée dans sa bibliothèque, qui a trompé Hervé Michel et son détecteur. C'est un coup dur, là. Là, j'ai encore un peu du mal à en parler, là, parce qu'il y a eu ce coup d'adrénaline, là. Et là, j'étais vraiment persuadé, quand j'ai passé la main, que j'ai senti les livres et les boîtes, là...
En plus, ça ressemble à des recherches que j'ai déjà faites, sur lesquelles j'ai trouvé des trucs dans les murs comme ça, et c'était la même configuration, le même coup d'adrénaline. Là, c'est un peu dur à digérer, d'autant plus pour le client, quoi, ça fait déjà 2 fois qu'il est déçu. Mais pour moi aussi, j'ai un petit peu du mal à en parler. Hein. J'ai un petit peu du mal à en parler. Parce que vraiment, c'est monté... c'était bon, quoi. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'était pas bon. J'aurais bien aimé sortir quelques lingots. On y a cru.